Bonjour, mes chers. S'il vous plaît, asseyez-vous un instant avec moi. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Quelque chose qui a tout changé. Mais avant de commencer, laissez-moi vous demander, vous êtes-vous déjà senti invisible chez vous? Vous êtes-vous déjà demandé si les gens qui prétendent vous aimer vous voyaient vraiment? Je m'appelle Marie. J'ai 72 ans. Et voici comment j'ai appris que le silence n'est pas d'or, il est juste coûteux. Commençons par la maison. Non pas la fin, mais le début. Imaginez, la France, 1952. La guerre était finie, mais ses cicatrices marquaient encore tout, les bâtiments, les rues, le cœur des gens qui essayaient de reconstruire. Mon mari Pierre avait alors 26 ans, ses mains fortes apprenant encore à garder l'espoir plutôt que la peur. J'avais 24 ans, enceinte de notre premier enfant, debout dans un champ vide près de Lyon. Ici, dit Pierre en désignant un endroit où des fleurs sauvages poussaient entre les ruines d'une ancienne fondation. C'est ici que nous allons construire notre vie. Il n'a pas dit « construisez notre maison ». Il a dit « construisez notre vie ». Je me souviens de l'odeur de ce jour-là, la terre après la pluie, la douce senteur des fleurs de pommier d'un arbre voisin qui avait survécu au bombardement. Le sol était moelleux sous nos pieds, et Pierre s'est agenouillé, ramassant une poignée de terre. « Touche ça, Marie » a-t-il murmuré. « Cette terre portera nos rêves. » Brique par brique, pierre par pierre, nous avons construit cette maison. Pierre a travaillé dans la construction pendant la journée, puis est rentré travailler sur nos propres murs jusqu'à ce que ses mains saignent. J'ai préparé des sandwichs avec nos dernières économies et me suis assis sur des souches improvisées, regardant notre maison naître de rien. « Promets-moi quelque chose » a-t-il dit un soir, le visage couvert de poussière et de sueur. Nous étions debout dans ce qui allait devenir notre cuisine, regardant le coucher de soleil à travers un cadre de fenêtres vides. « Promets-moi de ne jamais céder cette maison, sauf à quelqu'un qui honorera ce que nous construisons ici. » « Je te le promets, ai-je dit. Je le pensais vraiment. Je le pense encore aujourd'hui. Notre fille Sophie est née cet hiver-là, dans la chambre que Pierre avait terminée juste à temps. Elle a fait ses premiers pas sur le parquet du salon qu'il avait posé de ses propres mains. Elle a appris à lire assise sur la véranda qu'il avait construite pour pouvoir observer le monde en toute sécurité. Pendant 20 ans, cette maison a été le berceau de nos rires. De nos disputes. De nos dimanches matins tranquilles avec café et journaux étalés sur la table de la cuisine que Pierre avait construite avec du bois récupéré d'une vieille église. Puis Pierre est mort. Crise cardiaque. Soudain. Un instant, il était dans le jardin, s'occupant des rosiers qu'il avait plantés pour notre anniversaire. L'instant d'après, silence. C'était il y a 15 ans. Sophie avait alors 37 ans, mariée à Jean-Luc, et mère de 2 enfants. Ils vivaient dans un petit appartement en ville, peinant à joindre les deux bouts. « Maman » a dit Sophie à l'enterrement, « on devrait tous vivre ensemble. La maison est trop grande pour toi toute seule. » J'aurais dû entendre le calcul dans sa voix. J'aurais dû remarquer le regard de Jean-Luc s'attardant sur les limites de la propriété, sa façon de poser des questions sur l'acte de propriété, l'hypothèque remboursée depuis des années. Mais j'étais submergé par le chagrin. J'avais 62 ans et je me retrouvais soudain seul dans une maison où résonnaient mes souvenirs. « Oui » ai-je dit. « Rentre à la maison. » Je pensais les inviter à partager notre sanctuaire. Je ne réalisais pas que je renonçais à mon droit d'y vivre. La première année fut magnifique. Presque. La petite Emma, ma petite fille, avait 8 ans à l'époque. Elle courait vers moi après l'école, son sac à dos volant derrière elle, et se blottissait sur mes genoux pendant que je lui lisais des histoires. Thomas, mon petit-fils, avait 6 ans, les genoux écorchés et des questions sans fin sur tout. « Grand-mère, pourquoi les fleurs poussent-elles vers le soleil ? » Parce qu'elles savent d'où vient la lumière, mon petit. Je préparais le dîner tous les soirs, de vrais repas français qui prenaient des heures à préparer. Coq au vin le dimanche, pain frais tous les matins, jardin rempli de légumes et d'herbes aromatiques. Sophie souriait et disait « comme quand j'étais petite ». Jean-Luc mangeait 3 portions et hochait la tête en signe d'approbation. « Ma mère ne cuisinait jamais comme ça », disait-il. Mais quelque chose bougeait. Lentement. Comme des fondations qui s'affaissent, des fissures si petites qu'on ne les remarque pas avant que toute la structure ne commence à s'affaisser. Ça a commencé par les petits détails. Jean-Luc a commencé à laisser ses vêtements là où il les avait enlevés, s'attendant à ce que je les ramasse. Sans demander, il attendait. Quand je ne le faisais pas, il faisait des commentaires. J'imagine que certaines personnes ne remarquent pas le désordre. Je travaille 10 heures par jour. Ce serait bien de rentrer à la maison pour commander. Sophie avait l'air mal à l'aise mais ne disait rien. Puis ce fut la télécommande. Toujours prise, jamais partagée. Je regardais le journal télévisé du soir, et Jean-Luc entrait et changeait de chaîne sans un mot.
Comme si je n'étais pas là. Maman, de toute façon, tu ne regardes pas vraiment la télévision, disait Sophie quand j'en parlais. Pourtant, je regardais la télévision. Je regardais les informations pour me sentir connecté au monde. Je regardais de vieux films qui me rappelaient les soirées avec Pierre. Je regardais des émissions de cuisine qui me donnaient de nouvelles idées pour nourrir ma famille. Je regardais simplement en silence. J'avais appris à me taire. Les enfants ont commencé à me traiter différemment aussi. Non pas par cruauté, mais parce qu'ils apprenaient en regardant. Les enfants sont comme des miroirs, ils reflètent ce qu'ils voient autour d'eux. Quand Jean-Luc m'ignorait, Emma et Thomas apprirent à regarder à travers moi. Quand Sophie ignorait mes inquiétudes, les enfants comprirent que la voix de grand-mère n'avait aucune importance. Je devenais un meuble. Un meuble utile, cuisiner, faire le ménage, surveiller les petits quand Sophie et Jean-Luc sortaient. Mais un meuble quand même. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une pièce pleine de monde et de vous sentir complètement seul? C'était ma vie pendant 13 ans. 13 ans à me rétrécir. À parler de plus en plus bas jusqu'à me demander si j'émettais le moindre son. En 3e année, Jean-Luc avait cessé de faire semblant de me respecter. Marie, la vaisselle, disait-il sans lever les yeux de son téléphone. Marie, les enfants ont besoin d'un bain. Marie, où est mon café? Jamais, s'il te plaît. Jamais, merci. Jamais mon vrai nom, toujours juste, Marie, comme si j'étais la bonne. Et c'est peut-être ce que j'étais devenue. Je me souviens d'un soir, je préparais le dîner, une bouillabaisse qui prend des heures à préparer correctement. J'avais passé la matinée à faire les courses, à nettoyer le poisson, à préparer la rouille. Toute la cuisine sentait le safran et la mer. Jean-Luc entra, ouvrit le réfrigérateur et commença à manger les restes de poulet froid avec ses mains. Le dîner sera prêt dans 20 minutes, dis-je doucement. Il me regarda comme si je lui avais parlé dans une langue étrangère. J'ai faim. Il mangea le poulet, puis s'assit devant la bouillabaisse et se plaignit qu'elle n'était pas assez nourrissante. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, dans ma maison, construite par mon mari, et j'ai pleuré dans mon oreiller si doucement que même moi, je l'entendais à peine. Sophie avait complètement cessé de le voir. Ou peut-être avait-elle choisi de ne pas le voir. Jean-Luc travaille tellement dur, disait-elle quand j'essayais de lui parler. Il est très stressé. Mais Sophie, il me parle comme... Maman, tu es trop susceptible. Il ne pense rien. Trop sensible. Combien de femmes ont été réduites au silence par ces 2 mots? J'ai commencé à tenir un petit carnet. Rien de dramatique, juste des dates et des incidents. De petites cruautés difficiles à prouver mais impossibles à oublier. 15 mars, Jean-Luc a jeté sa tenue de travail sur mon linge propre. Quand je lui ai demandé d'être plus prudent, il a dit « C'est à ça que servent les machines à laver ». 3 avril, j'ai fait le gâteau préféré d'Emma pour son anniversaire. Jean-Luc en mangea la moitié avant la fête et dit « La prochaine fois, fais en 2 si tu ne veux pas que les gens la mangent ». Le 12 juin, j'ai glissé dans l'escalier et me suis fait un bleu à l'épaule. Quand j'ai mentionné que j'avais mal, Jean-Luc a dit « À ton âge, tout fait mal. Ce n'est pas notre problème. » Des petites choses, des cruautés invisibles. La mort par 1000 coupures de papier. Mais j'étais quand même reconnaissante. C'est ce que je me disais. Il me laissait vivre chez moi. Il m'incluait au repas de famille à la table dressée par Pierre. Les enfants me faisaient encore des câlins, même s'ils devenaient plus rares, plus obligatoires. J'étais reconnaissante. Dieu me garde, j'étais reconnaissante pour les miettes de ma propre vie. C'est en 7e année que le masque de Jean-Luc est tombé complètement. Il s'était mis à boire davantage. Pas ivre, jamais assez ivre pour que Sophie soit obligée de l'admettre. Juste assez pour que ses paroles deviennent plus acerbes, ses gestes plus agressifs, sa patience inexistante. J'avais appris à prédire ses humeurs au bruit de sa voiture dans l'allée. Au claquement de la porte. Au bruit de ses pas. « Où est mon dîner ?» était devenue sa salutation. Pas « bonjour ». Pas « comment s'est passée ta journée ?» Juste des exigences. Et j'obéissais. Car que pouvais-je faire d'autre? Où pouvais-je aller? C'était ma maison, mais je n'avais jamais signé de papier. Sophie et Jean-Luc se comportaient comme des propriétaires, et je les laissais faire. J'avais peur de poser des questions, peur de faire des vagues, peur de paraître ingrate. Peur, peur, peur. La peur était devenue mon émotion principale. J'avais peur de la colère de Jean-Luc. Peur de la déception de Sophie. Peur que les enfants voient le conflit. Peur de finir seule dans un endroit horrible où les personnes âgées se retrouvent oubliées. Alors je me suis fait plus petite. Plus silencieuse. Plus serviable. Je me suis levée à l'aube pour faire du pain frais. J'avais le dîner prêt exactement quand Jean-Luc le voulait. Je maintenais la maison impeccable, je m'occupais du jardin, je gardais les enfants, je faisais les courses,
la lessive, le repassage. Je travaillais du matin au soir, et pourtant Jean-Luc trouvait toujours des raisons de se plaindre. La salle de bain n'est pas assez propre. Tu as mis trop de sel dans la soupe. Tu ne peux pas faire plus taire ses enfants? Ses enfants. Ses propres enfants. Mais quand ils étaient gênants, c'était à moi de les gérer. Sophie avait commencé à travailler plus d'heures. Des journées plus longues, des week-ends. Je me disais qu'elle construisait sa carrière, mais au fond, je le savais. Elle fuyait, me laissant seule avec la cruauté de son mari et les besoins de ses enfants. Emma avait 13 ans à ce moment-là, Thomas 11. Assez grande pour remarquer l'attention, mais trop jeune pour la comprendre. Ils avaient commencé à passer plus de temps dans leur chambre, évitant les parties communes où l'humeur de Jean-Luc pouvait exploser sans prévenir. Nos beaux dîners de famille étaient devenus des affaires silencieuses et prudentes. Chacun observait les autres, guettant le mot, le ton, le mauvais truc qui pourrait le mettre en colère. Et j'étais toujours la cible la plus sûre. Parce que j'étais vieille. Parce que j'étais dépendante. Parce que j'étais censée être reconnaissante. Parce que je n'avais nulle part où aller. Dimanche 17 octobre. Je me souviens de la date car elle est écrite à l'encre rouge dans mon carnet. Rouge, comme le café qui me brûle les jambes. C'était un de ces parfaits matins d'automne à Lyon. Le genre de vaisselle que Pierre aimait, quand la lumière dorée et oblique traverse les fenêtres et que l'air embaume la fumée de bois et les possibilités. Je m'étais levé tôt, comme toujours. J'avais préparé des croissants frais. J'avais préparé du café dans la cafetière à piston que Pierre avait rapporté d'un voyage à Paris 40 ans plus tôt. J'avais dressé la table avec la belle porcelaine, de la porcelaine blanche ornée de minuscules fleurs bleues que nous avions réservées aux grandes occasions. Pourquoi utilisais-je cette belle porcelaine? Parce que c'était dimanche. Parce que la lumière était magnifique. Parce que j'avais 72 ans et que j'en avais assez de garder les choses pour plus tard. Les enfants sont descendus les premiers, endormis et doux. Emma m'a aidé à disposer les fleurs que j'avais cueillies dans le jardin. Thomas a disposé le beurre et la confiture. Nous chantonnions tous les trois, nous déplaçant dans la cuisine comme des danseurs qui connaissent les pas de l'autre. Sophie est apparue ensuite, déjà habillée et maquillée. Je dois filer au bureau quelques heures, a-t-elle dit en embrassant l'air près de ma joue. Urgence client. Encore une urgence client. Dimanche matin. Mais je n'ai rien dit. Puis Jean-Luc est descendu. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû le sentir dans l'air, comme les animaux pressentent l'arrivée des tempêtes. Il se déplaçait différemment ce matin-là. Plus lourd. Plus en colère. Comme s'il avait accumulé des rancunes toute la nuit et était prêt à les dépenser. Du café, dit-il en se glissant sur sa chaise. Je le servis aussitôt. Chaud et noir, comme il l'aimait. Je posai délicatement la tasse à côté de son assiette. Il prit une gorgée et fit la grimace. Ça a un goût de merde. Emma leva les yeux de son croissant. Thomas cessa de mâcher. Je suis désolé, dis-je. Je peux faire du frais? Tu es désolé? Sa voix montait. Tu es toujours désolé. Désolé pour la nourriture, désolé d'exister, désolé de prendre de la place dans ma maison. Ma maison. Ces mots me frappèrent comme de l'eau froide. Je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine, quelque chose qui dormait depuis des années ouvrir soudain les yeux. Jean-Luc, dis-je doucement, s'il te plaît. Les enfants. Les enfants. Quoi? Les enfants ont besoin de voir ce qui arrive quand on ne fait pas sa part. Il était debout, et je sentais encore le vin de la veille dans son haleine. Tu manges notre nourriture, tu utilises notre électricité, tu vis sous notre toit, et tu contribues à quoi? Rien. Je prépare tous les repas, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je fais le ménage, je garde les enfants, je m'occupe du jardin. Tout le monde peut faire ça, cracha-t-il. Une femme de ménage peut faire ça. Au moins, on paierait une femme de ménage et elle partirait en fin de journée. Sophie se tenait sur le seuil, les clés de la voiture à la main. Elle avait tout entendu. Elle me regardait avec une pointe de pitié, mais elle ne bougeait pas pour l'arrêter. Jean-Luc, dit-elle faiblement, peut-être. Peut-être quoi? Peut-être qu'on devrait continuer à faire comme si ça marchait? Peut-être qu'on devrait continuer à laisser ta mère faire comme si elle était la maîtresse de la maison? C'est alors qu'il prit la tasse à café, pleine de café noir et chaud que j'avais préparé de mes propres mains dans la cuisine construite par Pierre. Tu veux savoir ce que je pense de ta contribution? Dit-il. Et il me la jeta. Le café atterrit sur mes genoux, trempa ma robe, me brûla les cuisses. J'ai haleté non pas de douleur, mais de choc. La tasse tomba par terre et se brisa sur le carrelage que Pierre avait posé morceau par morceau. Emma hurla. Thomas se mit à pleurer. Sophie laissa tomber ses clés. Et moi, j'étais assise là, brûlée, trempée et humiliée, dans la cuisine où j'avais nourri cette famille pendant 13 ans. C'est ce que je pense,
dit Jean-Luc. Nettoie. Puis il sortit. Sophie resta là un moment, à me regarder. J'attendis qu'elle dise quelque chose. Qu'elle m'aide. Pour me défendre. Pour reconnaître que ce qui venait de se passer était mal. Au lieu de cela, elle prit ses clés. Il faut vraiment que j'y aille, dit-elle. Maman, il y a des serviettes dans. Je sais où sont les serviettes, dis-je. C'était la première fois depuis des années que je l'interrompais. La première fois que j'avais utilisé ce ton, elle avait l'air surprise, comme si des meubles s'étaient soudain mis à parler. Elle était partie. Les enfants m'avaient aidé à nettoyer le café et la porcelaine cassée. Aucun d'eux n'avait dit un mot, mais Emma m'avait apporté de la glace enveloppée dans un torchon pour mes brûlures. Thomas avait balayé les morceaux de la tasse pendant que je passais la serpillière. Quand ce fut fait, je suis allée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la vieille commode de pierre. J'avais l'air d'un fantôme. Maigre, pâle, à peine visible. Quand étais-je devenue si petite? C'est alors que j'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes papiers importants. Acte de naissance. Acte de mariage. Acte de décès de Pierre. Et en dessous, l'acte de propriété originale de la maison. L'acte qui n'avait jamais été transféré. L'acte qui ne portait encore que mon nom et celui de Pierre. J'avais oublié. Ou peut-être m'étais-je forcé à oublier, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. C'était ma maison. Ça avait toujours été ma maison. Et je ne l'avais jamais signée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mes jambes brûlaient encore là où le café les avait brûlées. Mais quelque chose d'autre brûlait aussi, quelque chose dans ma poitrine qui était resté si longtemps froid que j'en avais oublié l'existence. La colère. Pas le genre de colère qui hurle et brise tout. La colère silencieuse. La colère dangereuse. Celle qui efface tout sauf la vérité. Je me suis assise à mon bureau, le vieux bureau de pierre, et j'ai ouvert un nouveau carnet. Un meilleur carnet, avec du papier épais et un bon stylo. En haut de la première page, j'ai écrit « La vérité sur ma vie dans ma propre maison ». Puis j'ai commencé à tout écrire. Pas seulement les incidents des derniers mois, mais tout ce dont je me souvenais de 13 années de petite cruauté. 13 années à être traitée comme si j'étais invisible, comme un fardeau, comme si j'étais moins qu'humaine. J'ai écrit sur la façon dont Jean-Luc me parlait. La façon dont Sophie me regardait à travers moi. La façon dont j'avais été dressée à demander la permission d'exister dans ma propre maison. J'ai écrit sur les dîners où je cuisinais pendant 2 heures et mangeais en silence. Sur les matins de Noël où j'achetais tous les cadeaux mais ne recevais que des critiques. Sur les anniversaires où personne ne se souvenait du mien mais attendait des célébrations grandioses pour le sien. J'ai écrit sur la façon dont j'avais été effacée, morceau par morceau, jusqu'à presque disparaître complètement. Mais je n'avais pas disparu. J'étais toujours là. Toujours vivante. Toujours la femme qui, debout dans un champ vide en 1952, avait promis à son mari de ne jamais renoncer à leurs rêves. J'ai écrit jusqu'à l'aube. Au lever du soleil, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Je bougeais différemment. Je tenais ma tête différemment. Je regardais chacun différemment. Emma fut la première à le remarquer. « Grand-mère, tes yeux ont changé aujourd'hui. »« Vraiment, mon petit ? Ils ont l'air éveillés. » Éveillés. Oui. C'était tout à fait exact. J'avais vécu ma propre vie comme une somnambule pendant 13 ans. Mais les brûlures de café sur mes jambes m'avaient réveillé en sursaut. Les semaines suivantes, je suis devenue une détective dans ma propre vie. J'ai commencé à prêter attention à tout ce que je m'étais habituée à ignorer. La façon dont Jean-Luc et Sophie parlaient de moi alors qu'ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. La façon dont ils prenaient des décisions concernant ma maison sans me consulter. La façon dont ils discutaient de leurs projets d'avenir comme si je n'en faisais pas partie. Quand on aura rénové la cuisine, disait Sophie. Après avoir agrandi la chambre principale. Ajoutait Jean-Luc. Notre cuisine, notre chambre, notre maison. J'ai compris qu'ils avaient prévu de m'effacer complètement. Pas seulement ma présence, mais mon histoire. Ils allaient démolir tout ce que Pierre avait construit et le reconstruire à leur image. J'ai commencé à me promener dans le quartier, prêtant attention à ce que j'avais cessé de voir. La maison d'Alexandra côté avait été vendue à des promoteurs. Le vieux chêne au coin de la rue avait été abattu pour faire place à une nouvelle allée. La boulangerie où j'avais acheté mon pain pendant 40 ans était devenue une chaîne de magasins. Tout changeait. Tout s'achetait, se vendait et se transformait en autre chose. Mais pas ma maison. Pas encore. Je suis allé au bureau des archives municipales et j'ai demandé des copies de tous les documents relatifs à ma propriété. La greffière, une jeune femme du même âge que Sophie, s'est montrée serviable et patiente. « Madame Dubois », m'a-t-elle dit en consultant les dossiers, « tout ici vous indique comme seul propriétaire. » Y a-t-il eu confusion? Une confusion. Oui, on pourrait dire ça. J'ai besoin de comprendre mes options, lui ai-je dit. Elle m'a orienté vers une avocate. Une femme âgée, Madame Laurent,
spécialisé en droit immobilier et en droit des aînés. Votre situation est plus courante que vous ne le pensez, m'a dit Madame Laurent après que je lui ai tout expliqué. Les enfants adultes pensent souvent avoir des droits légaux sur les biens de leurs parents. Parfois, les parents transfèrent la propriété sans comprendre ce à quoi ils renoncent. Mais dans votre cas, vous avez conservé le contrôle légal total. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez de cette propriété. La vendre, la louer, la léguer à une œuvre caritative, la transmettre à votre famille ou pas. Le choix vous appartient entièrement. Et ils ne peuvent pas m'en empêcher? Légalement, non. Moralement, c'est votre conscience. Mais légalement, cette maison est à vous, Madame Dubois. Elle l'a toujours été. Je suis rentré chez moi à pied ce jour-là, voyant tout sous un œil neuf. Le jardin que Pierre avait planté. La clôture qu'il avait construite. L'allée qu'il avait pavée. Les rosiers qu'il avait plantés sur le côté de la maison. Tout cela m'appartient toujours. Tout est toujours sous mon contrôle. Il me fallait juste décider quoi faire de ce contrôle. C'est un prospectus dans la boîte aux lettres qui m'a donné l'idée. Fondation pour la conservation de la nature recherche propriétés historiques, disait-il. Aider à préserver le patrimoine rural français pour les générations futures. Je n'avais jamais entendu parler d'une fondation pour la conservation de la nature, mais j'ai appelé le numéro. Un homme aimable, nommé Monsieur Beaumont, m'a expliqué qu'ils achetaient des propriétés d'importance historique ou environnementale et les protégeaient du développement. Nous nous intéressons particulièrement aux maisons reconstruites après la guerre, dit-il. Des propriétés qui racontent comment des familles françaises ont reconstruit leur vie après la dévastation. J'ai pensé à Pierre, agenouillé dans ce champ, promettant de reconstruire notre vie à partir de rien. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, ai-je dit. Il est venu le mardi suivant, alors que Sophie était au travail et que Jean-Luc était en déplacement professionnel. J'avais dit aux enfants que je faisais estimer la maison pour les assurances. Monsieur Beaumont était plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être la cinquantaine, avec un regard bienveillant et des mains douces qui touchaient chaque chose avec respect. Il a parcouru chaque pièce, s'est enquis de l'histoire, a pris des notes minutieuses. C'est remarquable, a-t-il dit en caressant les poutres du salon. Votre mari a fait tout ce travail lui-même? Chaque planche, chaque clou, chaque tuile. Et le terrain? 22 acres. Il a planté tous les arbres, construit toutes les clôtures, conçu les systèmes d'eau. Monsieur Beaumont resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre de la cuisine le jardin où les rosiers de pierre fleurissaient encore chaque printemps. Madame Dubois, dit-il finalement, ce n'est pas seulement une maison. C'est un testament. Une lettre d'amour faite de pierre et de bois. Nous serions honorés de la préserver. Qu'est-ce que cela signifierait exactement? Nous achèterions la propriété à sa juste valeur marchande. La maison et le terrain seraient entretenus en l'état, protégés de toute construction ou modification. Nous transformons souvent des propriétés comme celle-ci en centre culturel ou en lieu de retraite pour artistes, des lieux où l'on peut venir découvrir l'histoire et la beauté que vous et votre mari avez créée. Et les résidents actuels? Il me regarda attentivement. Cela dépendra des conditions de vente. Si ce sont des membres de la famille qui ont pris soin de la propriété. Ils ne l'ont pas prise en charge, dis-je doucement. Ils envisagent de la démolir. Son visage changea. Je vois. Quelles sont mes options? Si vous êtes le propriétaire légal, vous pouvez nous vendre immédiatement. Nous nous occuperons de toutes les négociations avec les résidents actuels. Habituellement, nous offrons une aide raisonnable au relogement et du temps pour trouver un autre logement. Une aide raisonnable au relogement. Du temps pour trouver un autre logement. La même courtoisie qu'il ne m'avait jamais offerte. Combien de temps cela prendrait-il? Si tous les papiers sont en règle? 6 semaines. 6 semaines pour reprendre ma vie en main. 6 semaines pour honorer la mémoire de Pierre. 6 semaines pour garantir que notre histoire d'amour perdurerait longtemps après mon départ. J'aimerais bien, ai-je dit. Ces 6 semaines ont été les plus étranges de ma vie. J'ai continué ma routine quotidienne, cuisiner, faire le ménage, m'occuper des enfants, mais tout semblait différent. Comme si j'étais un acteur jouant un rôle que je savais sur le point de quitter. J'observais chaque chose avec une intensité nouvelle. La lumière du matin éclairant la table de cuisine que Pierre avait construite. Le rire d'Emma résonnant dans les couloirs. L'odeur des cheveux de Thomas lorsqu'il m'a serré dans ses bras pour me souhaiter bonne nuit. J'ai tout mémorisé, sachant que c'était mes dernières expériences dans la maison où j'avais vécu 40 ans. Sophie et Jean-Luc n'ont remarqué aucune différence. Ils étaient trop occupés par leur propre vie, leurs propres projets, leurs propres suppositions que je serais toujours là, invisible et utile. Mais les enfants l'ont remarqué. Emma surtout. « Grand-mère, tu vas quelque part ?» m'a-t-elle demandé un soir pendant que je l'aidais à faire ses devoirs. « Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie? Tu regardes tout comme si tu essayais de te souvenir. » Une fille intelligente. Trop intelligente pour son propre bien, peut-être.
J'apprécie juste la beauté de notre maison, ai-je dit. Elle est magnifique, a-t-elle acquiescé. Papa parle de tout changer, mais je l'aime comme elle est. Quel genre de changement? Nouvelle cuisine, chambre plus grande, se débarrasser des vieux meubles. Il dit qu'il est temps de moderniser. Elle a balayé du regard le salon, la bibliothèque artisanale de pierre, le rocking chair où j'avais allaité Sophie bébé. Mais je trouve aussi que les vieilles choses sont belles. Les vieilles choses ont des histoires, ai-je acquiescé. Tu veux bien m'en raconter d'autres sur grand-père? Bien sûr, mon petit. Mais même comme je l'avais promis, je savais que ce seraient nos dernières histoires dans cette maison. Je voulais tout lui raconter, l'amour qui a bâti ces murs, les rêves qui ont planté ces jardins, les promesses qui étaient censées protéger le tout. Au lieu de cela, je lui ai raconté le jour où Pierre et moi avons choisi le carrelage de la cuisine. Il voulait du blanc uni, ai-je dit. Mais moi, je voulais quelque chose de coloré. On est resté 3 heures dans ce magasin de carrelage à discuter de l'apparence de notre cuisine. Que as-tu fait? On a fait un compromis. Du carrelage blanc avec des fleurs bleues. Comme celui que nous avons maintenant. Emma a regardé vers la cuisine. C'est parfait. Oui, ai-je dit. C'est parfait. 2 semaines avant la finalisation de la vente, j'ai commencé à emballer mes affaires. Pas grand-chose, quelques vêtements, des photos, les bijoux de ma mère, la montre de Pierre, les carnets où j'avais tout noté. Tout le reste resterait à la maison. Les meubles que Pierre avait fabriqués, la vaisselle que nous avions utilisée pendant 40 ans, les livres que nous avions lus ensemble. Tout cela appartenait à la maison, une partie de l'histoire que le fonds de conservation préserverait. J'ai arrangé un petit garde-meuble et un minuscule appartement près d'un parc où je pourrais me promener et réfléchir. Rien d'extraordinaire, juste un endroit pour recommencer. Une semaine avant la vente, j'ai écrit des lettres. Une à Emma et Thomas, pour qu'ils les ouvrent plus tard. Une à Sophie, même si je n'étais pas sûr qu'elle la comprendrait un jour. Et une à Pierre, que je comptais brûler dans le jardin qu'il aimait tant. J'étais prête. Le 17 octobre, exactement 1 an après que Jean-Luc m'ait jeté du café à la figure, les autorités sont arrivées. De l'autre côté de la rue, j'ai vu 2 hommes en costume frapper à ma porte. Jean-Luc a répondu, toujours en pyjama, confus et furieux. Je n'entendais pas la conversation, mais je voyais son visage changer lorsqu'il lui tendait les papiers. La confusion se transformait en incrédulité, puis en rage. La voiture de Sophie s'engageait dans l'allée au moment même où les hommes partaient. Je la regardais courir vers Jean-Luc, le voir agiter les papiers sous son nez, la voir s'effondrer sur le perron. C'est à ce moment-là que j'ai traversé la rue. Ils m'ont vu arriver et se sont levés. Sophie avait l'air d'avoir pleuré. Jean-Luc semblait vouloir frapper quelque chose. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie en brandissant l'avis d'expulsion. « Qu'avez-vous fait » ? « J'ai vendu la maison, dis-je simplement. « Vous avez vendu notre maison » La voix de Jean-Luc était dangereuse, le même ton qu'il avait utilisé avant de jeter le café. « Vous ne pouvez pas vendre notre maison. Ça n'a jamais été votre maison. » Je fouillai dans mon sac et en sortis l'acte original avec mon nom et celui de Pierre. L'acte qui n'avait jamais été transféré, jamais signé. « C'est ma maison depuis toujours, » dis-je. « Ma maison, construite par mon mari, sur un terrain que nous avons acheté avec nos propres deniers. Vous êtes ici depuis 13 ans. » Sophie fixait le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. « Mais nous vivons ici. Les enfants vivent ici. Nous avons tellement investi. »« Vous n'avez rien investi » dis-je doucement. « Vous avez vécu ici sans loyer, sans hypothèque, sans frais pendant 13 ans, pendant que je préparais vos repas, nettoyais vos dégâts et élevais vos enfants, sans rien exiger en retour, si ce n'est la décence humaine la plus élémentaire. »« C'est insensé, balbutia Jean-Luc. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça. Nous sommes une famille. » Une famille ? Je le regardais vraiment pour la première fois depuis des années. Une famille ne se jette pas du café chaud à la figure. Une famille ne se traite pas comme des domestiques. Une famille ne s'efface pas de chez elle. Je me tournai vers Sophie. « Où étais-tu ce matin-là, ma fille? Où étais-tu quand ton mari m'a humiliée devant tes enfants? Tu es restée plantée là avec tes clés de voiture et tu es partie. » Elle pleurait. « Maman, Tu l'as laissé me faire du mal, dis-je. Tu l'as laissé me traiter comme une moins que rien. Tu as laissé tes enfants regarder leur grand-mère se faire maltraiter chez elle. Ce n'est pas de la famille, Sophie. C'est de la complaisance. On va se battre, dit Jean-Luc. On va prendre des avocats. Tu vas perdre, dis-je. J'ai déjà consulté des avocats. J'ai déjà rempli tous les papiers. La vente est définitive, les nouveaux propriétaires prennent possession la semaine prochaine et tu as 30 jours pour déménager.
Je voyais les voisins commencer à se rassembler, attirés par les voix qui s'élevaient. Bien. Qu'ils voient. Qu'ils voient. Tu fais une erreur, dit Sophie d'un ton désespéré. Maman, s'il te plaît. On peut en parler. On peut arranger les choses. On aurait pu arranger les choses n'importe quand au cours des 13 dernières années, ai-je dit. Tu aurais pu arranger les choses le matin où ton mari m'a brûlé avec du café. Tu aurais pu arranger les choses à n'importe quelle occasion où il m'a parlé comme si j'étais une employée. Tu aurais pu arranger les choses en me traitant comme un être humain plutôt que comme un meuble invisible. Je regardais la maison derrière eux, ma maison, celle de Pierre, qui allait bientôt devenir un lieu où les artistes viendraient créer de belles choses. Je t'ai donné 13 ans de ma vie, dis-je. J'ai cuisiné pour toi, fait le ménage, gardé tes enfants, soigné ton jardin, entretenu ta maison. Je ne demandais que du respect. Le respect humain le plus élémentaire. Et tu n'as même pas pu me l'accorder. Et maintenant, demanda Jean-Luc. Tu vas disparaître? T'enfuir? Abandonner tes propres petits-enfants? Je ne disparais pas, dis-je. J'apparais enfin. Pour la première fois depuis 13 ans, je suis visible. Je fais des choix. J'utilise ma voix. Je regardais Emma et Thomas, qui étaient apparus sur le seuil et qui m'observaient avec de grands yeux effrayés. Je vous aime tous les deux, leur dis-je. Je vous aimerai toujours. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous regarder vous détruire. Parfois, la chose la plus aimante qu'on puisse faire, c'est de lui montrer ce qu'est le respect de soi. Je me suis retourné vers Sophie et Jean-Luc. Vous avez 30 jours, ai-je dit. Le fonds de conservation vous aidera à trouver un autre logement. Ils sont plus généreux que vous ne le méritez, et certainement plus généreux que vous ne l'avez jamais été envers moi. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné une fois de plus. Oh, et Jean-Luc? La prochaine fois que tu veux dire à quelqu'un qu'il ne contribue rien? Souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que la personne que tu croyais impuissante possédait tout ce que tu croyais être à toi. Souviens-toi que la femme que tu traitais comme une servante était en fait ton propriétaire. Je suis parti, les laissant plantés dans l'allée de la maison qui n'était plus la leur, qui ne leur avait jamais appartenu et qui ne leur appartiendrait plus jamais. Je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon petit appartement, lisant le journal en prenant mon thé, quand j'ai vu le titre. Le fonds de conservation ouvre un nouveau centre culturel dans une maison historique d'après-guerre. Il y avait une photo de ma maison, celle de Pierre, avec une petite plaque en laiton près de la porte d'entrée. Le centre culturel du Bois-Laurent, disait-on. Préserver les histoires de la reconstruction d'après-guerre et des familles qui ont reconstruit la France de leurs propres mains. L'article mentionnait que le centre accueillerait des résidences d'artistes, des ateliers d'écriture et des événements culturels. Il entretiendrait des jardins historiques et proposerait des programmes sur le développement durable et l'artisanat traditionnel. Tout ce que Pierre aurait adoré. J'ai découpé l'article et l'ai glissé dans mon album, à côté de la photo de Pierre et moi dans ce champ vide il y a 50 ans. Ma nouvelle vie était plus petite, mais plus grande, si j'ai bien compris. Plus petite en termes d'espace et de biens, mais plus grande en termes de possibilités et de sens. Avec l'argent de la vente de la maison, j'avais créé ce que j'ai appelé ma belle « Make a Better Elder Life ». Au départ, c'était une petite fondation pour aider les personnes âgées maltraitées ou négligées par leur famille. Mais la nouvelle s'est répandue, en un éclair, j'ai reçu des appels de toute la France. « C'est la dame du café ?» demandait-il. Parce que, d'une manière ou d'une autre, mon histoire avait été révélée. Quelqu'un aux archives municipales avait dû parler, ou peut-être qu'un voisin l'avait partagé sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, j'étais surnommée « la dame du café qui a repris possession de ses terres ». Au début, j'étais gênée par cette attention. Mais j'ai ensuite compris que c'était exactement ce qu'il fallait. La maltraitance des personnes âgées prospère en silence. Elle se développe dans l'ombre de la honte familiale et de la politesse sociale. En disant ma vérité, j'autorisais les autres à dire la leur. Les appels ont commencé à affluer quotidiennement. Des veuves dont les enfants avaient emménagé et pris la relève. Des grands-pères traités comme des babysittés non rémunérés chez eux. Des parents âgés isolés de leurs amis et de leur communauté par des enfants adultes qui prétendaient les protéger. « Qu'avez-vous fait » demandait-il. « Comment avez-vous trouvé le courage ?» Je me suis rappelé qui j'étais avant d'apprendre à être invisible, leur disais-je. Ma belle a rapidement grandi. Nous avons commencé avec une ligne d'assistance téléphonique, puis nous avons ajouté des ressources juridiques, puis une aide au logement d'urgence. En un an, nous avions des bénévoles dans 12 villes de France. Travailleurs sociaux, avocats, enseignants retraités, autres survivants, tous travaillant ensemble pour aider les personnes âgées à retrouver leur dignité. J'ai loué un petit bureau près de chez moi et embauché une jeune femme nommée Camille pour m'aider à gérer la demande croissante. Elle me rappelait Sophie à cet âge,
brillante, idéaliste, pleine d'énergie pour un monde meilleur. Madame Marie, m'a-t-elle dit un jour, vous devriez raconter votre histoire publiquement. Écrire un livre, peut-être, ou intervenir lors de conférences. J'ai 73 ans, ai-je ri. Qui veut entendre une vieille femme? Tout le monde, a-t-elle simplement répondu. Tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles. Elle avait raison, bien sûr. La première fois que j'ai pris la parole lors d'une conférence sur les droits des aînés, la salle était pleine. Pas seulement des personnes âgées, mais aussi des enfants adultes qui étaient horrifiés de reconnaître leur propre comportement dans mon histoire. Des travailleurs sociaux qui menaient ce combat depuis des années. Des avocats spécialisés en droit des personnes âgées. Le problème avec la maltraitance familiale, leur ai-je expliqué, c'est qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Il n'y a pas de fracture, pas de bleus apparents. Juste une dignité lentement érodée, une autonomie progressivement réduite, une personnalité discrètement effacée. Après ce discours, un éditeur m'a contacté pour écrire un livre. Café, cruauté et courage, voulait-il l'intituler. J'ai suggéré La maison que l'amour a bâtie. Il m'a fallu 6 mois pour l'écrire, travaillant à ma petite table de cuisine, comme je l'avais écrit dans ce carnet pendant ces dernières semaines. Mais cette fois, je ne documentais pas ma douleur, je la transformais en quelque chose d'utile. Le livre est sorti 2 ans après mon départ de la maison. À ce moment-là, ma belle avait aidé plus de 300 familles à gérer des situations de maltraitance envers les personnes âgées. Certaines se sont réconciliées. D'autres se sont séparées. Toutes ont trouvé leur voie. J'ai été invité à prendre la parole dans des universités, des conférences, des groupes religieux. Toujours le même message, ta valeur ne se mesure pas à ton utilité pour les autres. Ta voix compte, quel que soit ton âge. Ta maison est ton sanctuaire, pas l'héritage de quelqu'un d'autre. 3 ans après l'expulsion, j'ai reçu une lettre. L'adresse de retour m'était inconnue, mais l'écriture était incontestablement celle de Sophie. J'ai longuement contemplé l'enveloppe avant de l'ouvrir. Une partie de moi attendait ce moment. Une autre le redoutait. Maman, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu auras envie de m'entendre. Mais j'ai besoin de te dire certaines choses, même si tu ne réponds jamais. J'ai quitté Jean-Luc. Il m'a fallu presque 2 ans après que tu aies vendu la maison, mais j'ai fini par le faire. Les enfants et moi vivons dans un petit appartement près de leur école. C'est exigu et bruyant, et parfois Emma doit dormir sur le canapé quand Thomas fait des cauchemars, mais c'est le nôtre. C'est paisible. Je n'avais jamais réalisé à quel point je vivais avec la peur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La colère de Jean-Luc, son imprévisibilité, sa façon de faire marcher tout le monde sur des œufs à la maison. Je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était juste comme ça, le mariage. Mais en voyant ce qu'il te faisait, comment il te traitait chez toi, j'ai commencé à le voir différemment. Je me suis souvenu de la femme que j'étais avant d'apprendre à me faire petite pour éviter son déplaisir. Je ne t'écris pas pour te demander pardon. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je n'ai pas fait. Je suis resté là à le regarder te faire du mal parce que c'était plus facile que de l'affronter. Parce que tant que sa colère était concentrée sur toi, elle ne l'était pas sur moi ou les enfants. Cela fait de moi une lâche et une fille horrible. Je le sais maintenant. Mais je veux que tu saches qu'Emma et Thomas te demandent constamment de tes nouvelles. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne te voit plus. Ils se souviennent de tes histoires, de ta cuisine, de la façon dont tu les as fait se sentir en sécurité et aimer même quand tout le reste de la maison semblait dangereux. Emma a retrouvé une de tes vieilles fiches de recettes la semaine dernière en faisant nos valises. Elle a pleuré et m'a demandé si elle pouvait apprendre à faire ton coq au vin. J'ai essayé de lui apprendre, mais le goût n'était plus le même. Rien n'a le même goût sans toi. Je comprends maintenant ce que tu essayais de me dire. À propos de la famille, du respect, de la défense de ce qui est juste. J'essaie d'enseigner ces choses aux enfants, mais c'est difficile d'enseigner le courage quand on a passé tant d'années à pratiquer la lâcheté. J'ai entendu parler de ta fondation, du livre, de toutes les personnes que tu aides. Je suis fière de toi, maman. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je ne m'attends pas à ce que tu veuilles à nouveau nous voir. Je comprends que les dégâts soient trop profonds pour être réparés. Mais s'il y avait la moindre chance, la moindre possibilité, que tu veuilles rencontrer Emma et Thomas pour prendre un café un jour dans un endroit neutre, sans pression, ils seraient tellement heureux. Ce sont de bons enfants. Meilleurs que ce qu'ils ont appris à être dans cette maison. Emma a 15 ans maintenant et elle écrit de la poésie. Thomas a 13 ans et il apprend à construire des choses de ses mains, comme le faisait grand-père. Elle porte en elle des morceaux de toi, des morceaux que la colère de Jean-Luc n'a pas pu détruire. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'étais trop faible pour le montrer correctement. Ta fille, Sophie. J'ai lu la lettre 3 fois avant de la reposer.
Puis je me suis fait une tasse de thé et je me suis assis près de ma fenêtre, observant les oiseaux dans le petit jardin que j'avais planté derrière mon immeuble. Voulais-je les revoir? Emma et Thomas, qui avaient grandi en voyant leur grand-mère disparaître. Sophie, qui avait préféré son confort à ma dignité pendant 13 ans. L'ancienne moi aurait dit oui immédiatement. L'ancienne moi aurait été si reconnaissante pour la moindre miette d'affection que j'aurais ignoré les années de négligence et de cruauté. Mais je n'étais plus l'ancienne moi. J'étais la femme qui avait vendu sa maison à ses agresseurs. J'étais la femme qui avait créé une fondation, écrit un livre et appris à utiliser sa voix. J'étais la femme qui connaissait sa valeur. J'ai répondu, mais pas immédiatement. J'ai pris 2 semaines pour réfléchir à ce que je voulais dire et à la manière dont je voulais le dire. Sophie, j'ai bien reçu ta lettre. Merci pour ton honnêteté sur ce qui s'est passé et ce que tu as appris. Je suis heureuse que tu aies trouvé le courage de quitter Jean-Luc. Pas pour moi, mais pour toi et tes enfants. Personne ne devrait vivre dans la peur chez soi. Tu as raison, il y a eu des dégâts. 13 ans à être traité comme si j'étais invisible ont laissé des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais complètement. Mais je veux que tu comprennes une chose importante, je n'ai pas vendu la maison et recommencé à zéro parce que j'ai cessé de t'aimer. Je l'ai fait parce que je me suis enfin souvenu de comment m'aimer. J'aimerais revoir Emma et Thomas. Ils n'ont jamais été responsables des choix des adultes qui les entouraient. Mais je veux que tu comprennes que toute relation que nous reconstruirons sera différente de celle que nous avions avant. Je ne redeviendrai pas la grand-mère invisible qui n'existe que pour servir les besoins des autres. Je n'accepterai ni manque de respect ni rejet. Je ne me rabaisserai pas pour mettre les autres à l'aise. Si tu peux m'accepter telle que je suis aujourd'hui ou une femme avec des limites, des opinions, le droit de prendre sa place dans ma vie, alors nous pourrons essayer de construire quelque chose de nouveau. Il y a un café près du parc où je me promène tous les matins, le petit jardin. Si tu veux amener les enfants prendre un café et des viennoiseries dimanche prochain à 14 heures, j'y serai. Aucune promesse au-delà de ce rendez-vous. On verra bien. Ta mère, Marie. Dimanche après-midi, arrivée grise et pluvieuse, un temps typique d'octobre à Lyon. J'ai failli annuler 2 fois, le doigt rivé sur le numéro de téléphone de Sophie. Et si c'était une erreur? Et si les voies rouvraient de vieilles blessures qui commençaient enfin à cicatriser? Mais à 13h45, j'étais assise à une table dans un coin du petit jardin, surveillant la porte et essayant de calmer mon cœur nerveux. Ils arrivèrent pile à l'heure. Sophie la première, paraissant plus âgée et plus mince que dans mes souvenirs, mais avec une posture différente. Elle se tenait plus droite maintenant, avançait avec plus de détermination. Derrière elle venaient Emma et Thomas. Emma était plus grande que moi maintenant, avec ses longs membres et ses cheveux noirs qui tombaient en vagues autour de son visage. Elle ressemblait tellement à Sophie à cet âge, mais il y avait aussi quelque chose d'autre chez elle, une vigilance, une façon attentive d'observer tout avant de décider comment réagir. Thomas avait pris ses traits, il n'était plus le petit garçon au visage rond dont je me souvenais. Il avait 13 ans maintenant, avec les mains de pierre et mon menton têtu. Il se tenait légèrement en arrière, incertain. Ils restèrent un moment près de la porte, scrutant le café du regard. Quand Emma me remarqua, son visage s'illumina d'un sourire qui me serra la poitrine. « Grand-mère, dit-elle, et avant que je puisse me préparer, elle traversa le café et me serra dans ses bras qui sentaient le shampoing à la vanille et le possible. Thomas suivit plus lentement. Mais lorsqu'il me rejoignit, son étreinte était tout aussi féroce. Sophie resta debout, nous observant, les larmes aux yeux. « Asseyez-vous, dis-je en désignant les chaises vides. S'il vous plaît. » J'avais déjà commandé, du café pour Sophie et moi, du chocolat chaud pour les enfants et une assiette de viennoiserie qui leur rappellerait les petits déjeuners que je préparais. « Tu as l'air différente, grand-mère, » dit Emma en s'installant sur sa chaise. « Plus heureuse. »« Vraiment ? Tu te tiens plus droite ?» observa Thomas. « Et ta voix est plus forte. » Sophie grimaça légèrement, mais je ris. « Vous êtes toutes les deux très observatrices. »« Tu nous as manqué, » dit simplement Emma. « Tous les jours. »« Tu m'as manqué aussi. » Et c'était le cas. Même dans ma colère, même dans ma fureur justifiée face à la façon dont j'avais été traitée, ces enfants me manquaient chaque jour. « Maman nous a parlé de ta fondation, » dit Thomas. « Tu as aidé d'autres grands-parents maltraités. » Je jetai un coup d'œil à Sophie, surprise. Elle hocha la tête. « Je pensais qu'il devrait comprendre, » dit-elle doucement. « Ce qui s'est passé. Pourquoi tu es partie. Ce que j'aurais dû faire différemment. » Ce n'était pas ta faute, me dit Emma avec acharnement. Ce que papa a fait. Comment il t'a traité. On n'était que des enfants, mais on savait que c'était mal. Vous étiez des enfants, ai-je acquiescé. Les enfants ne devraient pas avoir à protéger les adultes. Ce n'est pas votre rôle. Mais on aurait dû dire quelque chose, a dit Thomas. On aurait dû lui dire d'arrêter. Et que serait-il arrivé si vous l'aviez fait?
Ils se sont regardés, puis se sont tournés vers moi. Ils savaient. Même enfant, ils comprenaient suffisamment la dynamique de cette maison pour savoir que s'exprimer aurait aggravé la situation pour tout le monde. La peur pousse les gens à faire des choses dont ils ne sont pas fiers, ai-je dit doucement. Elle les fait taire alors qu'ils devraient parler. Elle les rapetisse alors qu'ils devraient se montrer grands. Adultes, enfants, la peur nous touche tous. C'est pour ça que tu as vendu la maison? A demandé Emma. Parce que tu n'avais plus peur. J'ai réfléchi à la question. En partie. Mais surtout parce que je me suis souvenu de quelque chose que j'avais oublié. Quoi? Je n'ai jamais été seulement grand-mère. J'étais aussi mari, une femme avec sa propre vie, ses propres rêves, son propre droit à être traitée avec dignité. Sophie pleurait doucement, mais essayait de cacher ses larmes derrière sa tasse de café. Tu es en colère contre nous? Demanda Thomas. Je l'étais, répondis-je honnêtement. J'ai été très en colère pendant très longtemps. Mais la colère est épuisante. Et rester en colère contre toi ne changerait rien à ce qui s'est passé. Ça me ferait juste rapetisser. Nous avons discuté pendant 2 heures. De leur nouvel appartement, de la poésie d'Emma, du cours de menuiserie de Thomas. De mon livre, de ma fondation, des lettres que je recevais de gens de toute la France qui avaient trouvé le courage de changer de situation. Au moment de partir, Emma me serra de nouveau dans ses bras. On peut recommencer? Demanda-t-elle. Dimanche prochain? Je regardai Sophie, qui m'observait avec espoir, mais sans me mettre la pression. Ça vous dirait? Demandai-je aux enfants. Oui, répondit immédiatement Thomas. Alors oui, dis-je. On peut essayer? Alors qu'il partait, Sophie resta en retrait. Merci, dit-elle doucement, de nous avoir donné une chance. Je ne fais pas ça pour toi, dis-je, non sans gentillesse. Je le fais pour eux. Et pour moi. Parce que j'ai compris que me couper d'Emma et Thomas pour te punir n'était qu'une autre façon de me rabaisser. Elle acquiesça, acceptant la limite. Je comprends. Bien, dis-je. Alors on se comprend? Ces cafés du dimanche après-midi devinrent un rituel. Emma et Thomas me parlaient de l'école, de leurs amis, de leurs rêves. Je leur racontais des histoires sur leur grand-père, la maison qu'il avait construite, l'amour qui avait fondé leur vie. Lentement, prudemment, nous avons construit quelque chose de nouveau. Loin de la relation que nous avions avant, elle était partie à jamais, et je ne voulais pas la retrouver. C'était mieux. Plus honnête. Plus égalitaire. Sophie restait généralement silencieuse pendant ses visites, laissant les enfants mener la conversation. Elle semblait comprendre qu'elle était en période probatoire, que la confiance devrait être regagnée lentement, voire jamais. Mais je l'observais aussi. Sa façon de parler à Emma et Thomas avec plus de patience que dans l'ancienne maison. Sa façon d'écouter quand ils parlaient, de vraiment écouter au lieu d'attendre son tour. Sa façon de soutenir leurs intérêts sans chercher à les contrôler. Elle apprenait à être une mère différente. Une meilleure mère. Un dimanche, environ 6 mois après le début de notre nouvelle routine, Emma m'apporta quelque chose à me montrer. « J'ai écrit ça pour toi », dit-elle timidement en me tendant un morceau de papier plié. C'était un poème. Sur les maisons et la mémoire, sur les femmes qui construisent leurs propres portes quand personne ne veut les ouvrir. Sur les brûlures du café qui vous réveillent à votre propre valeur. C'est magnifique, dis-je, sincère. Tu as un vrai talent. Je veux étudier la littérature à l'université, dit-elle. Peut-être devenir écrivaine comme toi. Je ne suis pas vraiment écrivaine, dis-je en riant. J'avais juste une histoire à raconter. C'est ce qui fait de quelqu'un un écrivain, dit Emma sérieusement. Avoir quelque chose à dire et le courage de le dire. Une fille intelligente. Elle comprenait des choses sur le courage que j'avais mis 70 ans à apprendre. Thomas avait ses propres révélations à partager. Il avait rejoint un club de menuiserie à l'école et apprenait à fabriquer des meubles. Je veux construire des choses qui durent, m'a-t-il dit. Comme grand-père. Quel genre de choses? Des tables où les familles peuvent manger ensemble sans crainte. Des chaises assez solides pour accueillir les personnes tristes. Des bibliothèques pour les histoires dont on se souvient. Il comprenait aussi. Il comprenait l'importance de créer de la beauté dans le monde, de construire des choses qui abritent et nourrissent plutôt que de blesser. Ses enfants allaient s'en sortir. Ils avaient connu le pire de la dynamique familiale, mais ils en avaient aussi tiré des leçons. Ils devenaient des personnes qui choisiraient la gentillesse plutôt que la cruauté, le courage plutôt que la peur. C'était aussi l'héritage de Pierre. Pas seulement la maison qu'il avait construite, mais les valeurs qu'il avait inculquées et qui survivaient à ses petits-enfants. 5 ans après la vente de la maison, j'ai reçu une invitation à la célébration annuelle au Centre culturel du Bois-Laurent. On y rendait hommage aux familles qui avaient construit les maisons de la reconstruction d'après-guerre,
désormais protégée par le fonds de conservation. J'ai failli ne pas y aller. Revoir la maison, même transformée en un lieu magnifique et utile, me semblait peut-être trop. Mais Emma m'a convaincue. Tu devrais voir ce qu'elle est devenue, grand-mère, m'a-t-elle dit. Tu devrais voir comment ton histoire aide d'autres personnes à raconter la leur. Alors, par un samedi ensoleillé de mai, je suis allé en voiture jusqu'à ce qui était ma maison. De l'extérieur, la maison avait exactement la même apparence. Même mur de pierre, même tuiles rouges, même rosier grimpant que Pierre avait planté sur le mur de façade. Mais il y avait aussi quelque chose de différent, un sens du devoir, un sentiment d'accueil, qui manquait pendant ces dernières années, marqué par la tension et la peur. La plaque en laiton près de la porte d'entrée avait été agrandie. Le centre culturel Dubois-Laurent, construit entre 1952 et 1954 par Pierre et Marie Dubois, un témoignage d'amour et de résilience. Préservé en 2019 grâce au courage de Marie Dubois, en partenariat avec le patrimoine culturel français. Un témoignage d'amour et de résilience. Oui, me disais-je. C'était exactement ça. À l'intérieur, les pièces que j'avais si intimement connues avaient été transformées mais préservées. La cuisine où j'avais cuisiné des milliers de repas était désormais un espace d'enseignement où les techniques de cuisine française traditionnelle étaient partagées avec de jeunes chefs. Le salon où nous nous réunissions en famille était devenu une bibliothèque et une salle de lecture. La salle à manger où Jean-Luc m'avait jeté du café était désormais un espace de rencontre où se réunissaient des groupes de soutien. Dans la chambre où Pierre et moi avions dormi pendant 30 ans, où Sophie était née, ils avaient créé un petit musée sur la reconstruction d'après-guerre. Des photos de familles reconstruisant leur vie, des documents sur les programmes de logement, des objets de l'époque où la France se relevait littéralement de ses ruines. Et au centre de l'exposition, une photo de Pierre et moi, debout dans ce champ vide en 1952, jeunes et pleins d'espoir, prêts à construire nos rêves à partir de rien. Madame Dubois? Je me suis retournée et j'ai vu un jeune homme s'approcher. Il me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le situer. Je suis Antoine Beaumont, a-t-il dit. Le fils de Monsieur Beaumont. Je dirige le centre maintenant. Bien sûr. Il avait le regard bienveillant de son père, la même douceur dans ses déplacements. Je voulais vous rencontrer depuis des années, a-t-il dit. Ce que vous avez fait en préserver ce lieu, faire en sorte que ces histoires continuent d'être racontées a fait une telle différence. Je ne voulais simplement pas qu'il soit démoli, ai-je dit. C'est bien plus que ça. Savez-vous combien de personnes sont venues ici? Combien ont été inspirées par votre histoire pour changer leur vie? Je l'ignorais. J'avais volontairement évité de compter, de peur que les chiffres n'atténuent le caractère personnel de ce qui s'était passé ici. Des milliers, dit-il. Nous recevons des appels chaque semaine de personnes qui ont lu votre livre, vous ont entendu parler, ou ont simplement entendu l'histoire de quelqu'un d'autre. Des personnes qui ont compris qu'elles n'étaient pas obligées d'accepter d'être maltraitées par leur propre famille. Il me fit visiter le reste de la maison, me montrant les ateliers d'artistes dans ce qui était autrefois le sous-sol, le jardin de méditation où se trouvait le potager de pierre, le petit amphithéâtre creusé à flanc de colline où se donnaient des concerts le soir sous les étoiles. Nous aimerions ajouter quelque chose, dit Antoine alors que nous étions dans le jardin. Un lieu commémoratif pour Pierre. Ça te va? J'y réfléchis. Pierre dans son jardin, les mains dans la terre, extirpant la beauté de la terre. Quel genre de mémorial? Un banc, peut-être. Avec une plaque commémorative sur l'amour qui a construit ce lieu. Un endroit où l'on peut s'asseoir et réfléchir à ce que signifie créer quelque chose de durable. Il aimerait ça, dis-je. Mais pas seulement pour lui. Pour tous ceux qui ont construit avec amour. Toutes les familles qui ont créé des maisons censées abriter et nourrir. Un hommage à l'amour lui-même, dit Antoine. J'aime ça. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, je me retrouvais une fois de plus dans la cuisine. La même cuisine où j'avais préparé ce dernier petit déjeuner du dimanche, où Jean-Luc m'avait humilié devant mes petits-enfants, où j'avais enfin pris conscience de ma valeur. Un groupe d'adolescents assistait à un cours de cuisine, riant en essayant de faire une pâte à tarte digne de ce nom. Leur instructrice, une femme de l'âge de Sophie, était patiente et encourageante. Le secret, leur disait-elle, c'est de manipuler la pâte avec douceur. Ne la forcez pas. Travaillez avec elle, pas contre elle. Un bon conseil pour la pâte. Un bon conseil pour la vie. Je m'éclipsai discrètement, ne voulant pas perturber leur cours. Mais en arrivant à la porte, j'entendis un élève s'enquérir de l'histoire de la maison. Une femme a vécu ici pendant 40 ans, dit l'instructrice. Elle a élevé sa famille ici, préparé d'innombrables repas dans cette cuisine, fait de cet endroit un foyer. Et à 70 ans, elle a eu le courage de changer de vie pour préserver ce qu'elle et son mari avaient bâti ensemble. Que lui est-il arrivé?
demanda l'un des élèves. Elle est toujours en vie, dit l'instructeur. Elle se bat toujours pour ceux qui ont besoin de quelqu'un à leur côté. Elle prouve encore qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. J'ai souri en me dirigeant vers ma voiture. Toujours en vie, vraiment. Plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit la lettre que je voulais écrire depuis 5 ans. Mon très cher Pierre, j'ai tenu ma promesse. Celle que je t'avais faite dans ce champ vide, et celle que j'ai refaite dans notre cuisine le jour où tu m'as demandé de ne jamais céder notre maison à quelqu'un qui la respecterait. Je sais que tu serais fier de ce qu'elle est devenue. Pas seulement la maison, mais les vies qu'elle touche. Les histoires préservées, le courage allumé, l'amour célébré et remémoré. Je pense que tu serais fier de moi aussi. Je sais que tu as toujours vu plus de force en moi que je n'en voyais en moi-même. Il m'a juste fallu du temps pour la retrouver. Je ne suis plus la femme qui te préparait ton café le matin et écoutait tes rêves pour le jardin. Je ne suis plus la femme qui se repliait sur elle-même face à la cruauté et au manque de respect. Je ne suis plus la femme qui pensait qu'aimer signifiait accepter n'importe quel traitement que les autres choisissaient de lui infliger. Je suis la femme dont tu es tombé amoureux en 1950. Celle qui était à tes côtés dans ce champ et qui croyait que nous pouvions construire quelque chose de beau à partir de rien. Celle qui connaissait sa propre valeur avant que je ne l'oublie un moment. Emma écrit de la poésie maintenant. Une poésie belle et féroce sur des femmes qui refusent d'être invisibles. Thomas apprend à construire de ses mains, tout comme toi. Elle porte des morceaux de toi dans le monde. Sophie essaie. Elle a fait des choix terribles, a choisi la peur plutôt que le courage, le confort plutôt que la justice. Mais elle apprend à devenir meilleure. Elle apprend à ses enfants à être plus courageux qu'elle. C'est important. La fondation est florissante. Nous avons aidé plus d'1 millier de familles à ce jour. Des personnes prisonnières de la peur, de la dépendance financière, de la terrible conviction qu'elles méritaient le traitement qu'elles recevaient parce qu'elles étaient âgées, gênantes ou simplement gênantes. Mais surtout, je veux que tu saches que je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse comme je ne l'ai plus été depuis ta mort. Je me réveille chaque matin en sachant que ma journée m'appartient. Je fais des choix qui servent mon bien le plus cher, et non ce qui met les autres à l'aise. Je dis ma vérité même quand ma voix tremble. J'ai 77 ans maintenant. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais quelle qu'elle soit, je les passerai à vivre pleinement, à aimer avec sagesse et à utiliser ma voix pour aider les autres à trouver la leur. La maison que tu as construite de tes mains est devenue un lieu où l'on apprend à développer son courage, à reconstruire sa dignité et à construire une nouvelle vie sur les ruines des anciennes. Quel bel héritage! Quelle fin parfaite pour notre histoire d'amour! Jusqu'à nos retrouvailles, ta Marie. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai mise sous enveloppe. Demain, je l'apporterai au jardin commémoratif du centre culturel et l'enterrerai sous le banc qu'il construisait en l'honneur de Pierre. Pour ce soir, il suffisait de l'écrire. D'avoir mis des mots sur le chemin parcouru, de l'invisibilité à l'émancipation, du silence à la voix, de la survie à l'épanouissement. Voilà mon histoire, mes amis. L'histoire de comment une tasse de café jetée est devenue le catalyseur qui m'a permis de reprendre ma vie en main. Je veux que vous compreniez une chose importante. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous encourager à vendre vos maisons ou à vous séparer de vos familles. Chaque situation est différente. Chaque famille a sa propre dynamique complexe. Mais je vous dis ceci, on n'est jamais trop vieux pour changer de vie. On n'est jamais trop dépendant pour exiger le respect. On n'a jamais trop peur de trouver son courage. Votre valeur ne se mesure pas à votre utilité pour les autres. Votre voix compte, quel que soit votre âge. Vos limites sont valables, même si d'autres les trouvent égoïstes. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous vous êtes fait petit pour préserver la paix, si vous avez accepté la cruauté parce que vous pensiez n'avoir d'autre choix, si vous avez oublié qui vous étiez avant d'apprendre à être invisible, alors ceci est pour vous. Vous avez encore du pouvoir. Vous avez encore des choix. Vous avez encore de la valeur. Cela ne ressemble peut-être pas à ma solution. Ce n'est peut-être pas aussi radical ou définitif. Mais quelque part dans votre situation, il y a une porte que vous pouvez ouvrir, une limite que vous pouvez fixer, une parole que vous pouvez prononcer et qui commencera à tout changer. Le plus dur est de se rappeler que vous méritez mieux. Une fois que vous vous en souvenez vraiment, au plus profond de vous-même, la voie à suivre devient plus claire. Emma et Thomas sont tous deux à l'université maintenant. Emma étudie la littérature et la justice sociale, écrivant de la poésie qui donne la parole aux sans-voix. Thomas étudie l'architecture et le design durable, apprenant à construire des structures qui nourrissent plutôt qu'elles ne confinent. Sophie et moi prenons un café ensemble une fois par mois maintenant. Nous ne sommes plus la mère et la fille d'avant, mais nous sommes quelque chose de nouveau. Plus honnête.
Elle est devenue une défenseur des victimes de violences conjugales, aidant d'autres femmes à trouver le courage de quitter des situations qui les détruisent. Jean-Luc s'est remarié rapidement après leur divorce. J'ai entendu dire que sa nouvelle épouse a 20 ans de moins et ne le conteste en rien. Je la plains, mais c'est son chemin. Ma belle est désormais implantée dans 15 villes de France. Nous avons aidé plus de 3000 familles à gérer des situations de maltraitance. Le livre a été traduit en 12 langues. Je reçois encore chaque jour des lettres de personnes qui ont trouvé la force de changer de vie après l'avoir lu. Mais le plus important, ce ne sont pas les chiffres ni la reconnaissance. C'est ceci. Je me réveille chaque matin dans une maison qui m'appartient vraiment, entourée de choix que je fais librement, vivant une vie qui reflète mes valeurs et ma valeur. Je ne suis plus invisible. Je ne suis plus silencieuse. Je ne suis plus petite. Je suis Marie Dubois. J'ai 77 ans. Je suis la femme qui a construit une vie par l'amour, qui l'a préservée par son courage et qui a utilisé sa voix pour aider les autres à trouver la leur. Et je suis toujours là. Je continue de me battre. Je continue de grandir. Je continue d'apprendre ce que signifie être pleinement dans ma peau. C'est ce que je souhaite pour vous tous, mes chers amis. Pas seulement la survie, mais la vie. La vraie vie, vécue selon vos propres conditions, avec votre propre voix, avec votre dignité, belle, imparfaite et irremplaçable, intacte. Vous valez la peine de vous battre. Vous valez la peine de vous défendre. Vous valez plus que les miettes d'affection ou d'approbation dont vous vous êtes contenté. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en quand les voix autour de vous tentent de vous faire oublier. Souvenez-vous-en quand la peur vous murmure de rester petit, silencieux et reconnaissant pour ce qui vous est donné. Souvenez-vous que vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Et il n'est jamais trop tard pour écrire une meilleure fin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir reçu. Merci de vous rappeler que chaque voix compte, que chaque vie a de la valeur et que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect. En attendant de nous revoir, soyez courageux. Soyez audacieux. Soyez vous-même, magnifiquement et sans complexe.